podcast où nous décryptons le monde de la finance, des marchés et de la macroéconomie. Une conversation à la fois. Je suis votre hôte, Sahar Saleh, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir notre PDG chez LJIP, Gunnar Turtman. Mais avant de commencer, une petite mise en garde. Ce podcast est uniquement à des fins d'information. Aucune des informations discutées ne doit être considérée comme un conseil financier ou en investissement. Consultez toujours un conseiller financier agréé avant de prendre toute décision d'investissement. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement consacré aux hedge funds, un terme qui sonne exclusif, voire un peu intimidant. Pendant des années, les hedge funds ont été considérés comme le summum de l'investissement intelligent. C'est flexible, puissant et même conçu pour prospérer sur tous les marchés. Mais ces derniers temps, leur popularité semble s'estomper. Certains disent qu'ils sont dépassés, trop chers ou moins performants. D'autres affirment qu'ils jouent encore un rôle essentiel dans les stratégies de portefeuille sophistiquées. Alors, quelle est la vérité? Beaucoup de gens entendent le mot hedge fund et imaginent quelque chose de mystérieux ou risqué. Avec tes propres mots, comment expliquerais-tu ce qu'est un hedge fund à quelqu'un qui débute en finance? Merci Salah. Bonjour. Je pense que c'est une bonne idée de revenir en arrière et de regarder l'histoire. Comment tout a avancé? Je ne connais pas les dates exactes, mais je pense que cela remonte aux années 1950, quand certains investisseurs voulaient posséder certaines actions, mais ne voulaient pas porter le reste du marché. Ce qu'ils ont découvert, c'est que si vous achetiez une action précise et que vous vendiez à découvert une autre action en face, vous pouviez profiter de la surperformance de cette action. Et aussi ne pas forcément être exposé au marché. C'est un peu comme ça que le mot hedge. Les fonds ont vu le jour parce que la position était couverte par une autre. Et si le choix d'action était le bon, alors il y aurait un rendement obtenu quelle que soit la direction du marché. Et probablement, l'objectif fondamental de toute alternative liquide doit être de fournir un rendement, quelle que soit la direction du marché. Est-ce que c'était alors considéré comme sûr? Je n'utiliserai pas forcément le mot sûr. Je pense que c'est une interprétation que les gens en ont tirée. Tout investissement doit être jugé sur ses propres mérites. Donc c'était différent parce que cela retirait la composante d'exposition au marché de l'investissement. Cependant, si votre position longue perdait de l'argent et que votre position courte en perdait aussi, vous pouviez en fait perdre plus d'argent que le marché lui-même. Donc l'idée, ce n'était pas que ce soit sûr, mais plutôt que vous puissiez acheter des actions que vous jugiez de bonne valeur, même si vous ne pensiez pas que le marché allait monter. C'est ainsi que tout a commencé. Vous savez, une idée reçue que j'ai remarquée, c'est que les gens pensaient que les hedge funds avaient été créés en premier, puis les fonds communs de placement. Mais en 1924, le premier fonds commun de placement a été créé aux États-Unis, suivi en 1949. Le premier hedge fund a été créé aux États-Unis. Alors pourquoi les hedge funds étaient-ils autrefois considérés comme les Ferrari de la finance? Était-ce simplement à cause de leur performance, ou y avait-il autre chose? Les hedge funds étaient en quelque sorte perçus comme plus complexes, car leur stratégie n'était pas aussi simple que d'acheter et de conserver des actions. Certains hedge funds, certaines stratégies alternatives liquides utilisent beaucoup d'effets de levier, ce qui permet de gérer des montants d'argent considérables. Risk, stratégie alternative liquide. Cependant, l'objectif initial principal était de fournir un rendement, quelle que soit la direction du marché. Et je crois que je comprends. Le fait d'être perçus comme mystérieux et privés leur donnait un certain attrait, en plus de l'idée qu'ils visaient à générer des rendements, quelles que soient les conditions du marché. Les hedge funds utilisent rarement des stratégies d'achat et de conservation à long terme, alors pourquoi est-ce que je me fie aux hedge funds? Les stratégies d'achat et de conservation à long terme doivent-elles être considérées comme risquées? C'est assez intéressant en fait. Parce que si on regarde uniquement les actifs réels, si on regarde les actions, si vous achetez et conservez des actions sur le très long terme, vous vous en sortirez très bien. Vous couvrirez l'inflation. Très souvent, vous battrez l'inflation. Si vous achetez et conservez de l'or ou des actifs similaires, ou de l'immobilier, c'est également vrai. Donc, si votre investissement, si l'horizon temporel est très très long, alors tout va bien. Cependant, il est très important de comprendre ce concept très très long. Ainsi, si vous aviez acheté des actions en 1929, au plus fort de la croissance boursière, avant le krach et la Grande Dépression, il vous aurait fallu environ 25 ans pour récupérer votre argent. Ouah! Donc, si l'on parle en dehors des investisseurs institutionnels, si l'on regarde les investisseurs privés, la majorité de la richesse est accumulée dans les années 1940, 40, 50, voire 60.
Si vous en êtes à 25 ans comme ça, c'est une longue période. Il y a donc ce facteur dont nous devons tenir compte. J'imagine que c'est aussi parce que les fonds spéculatifs doivent généralement surperformer les indices de référence, quelles que soient les conditions du marché, et non pas simplement suivre la tendance. Et beaucoup d'investisseurs dans les hedge funds attendent une gestion active du risque et une couverture de l'exposition, mais l'achat est la conservation pure. Cela ne protège pas contre le risque de baisse. Comment les cycles de marché à long terme influencent-ils le comportement des investisseurs et leurs décisions de portefeuille? Quand on regarde sur le long terme, on peut voir ces très grands cycles. Et ces cycles très longs font que les portefeuilles gravitent vers certains actifs. Parce que si quelque chose dure très longtemps, on commence à croire que ça va durer pour toujours. C'est toujours seulement un cycle, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est comme ça que l'humanité fonctionne. Tout fonctionne selon une variété de cycles. Donc, quand les actions montent pendant très longtemps, on pense qu'elles vont toujours continuer à monter. Quand les hedge funds performent très bien pendant très longtemps, on pense qu'ils vont toujours très bien performer. Quand l'immobilier monte pendant très longtemps, on pense que l'immobilier ne peut jamais baisser. Mais en réalité, ce sont des cycles très très longs, et ils sont tellement longs qu'on ne se rend très souvent même pas compte qu'il s'agit de cycles. À quoi ressemblait le paysage des hedge funds en Suisse au début des années 2000? Et comment des événements comme l'éclatement de la bulle Internet et le scandale Madoff l'ont-ils façonné? Je suis donc arrivé en Suisse en 2004, à Genève plus précisément. Il y avait ici un certain nombre de très grands gestionnaires de fortune. Et quand on regardait ce qu'ils faisaient, ils étaient tous pleinement investis dans les hedge funds. Donc, soit ils étaient entièrement investis dans les hedge funds, soit certains géraient des portefeuilles de hedge funds avec effet de levier. Et il n'y avait pratiquement aucune allocation à la détention longue. Parce qu'on sortait, vous savez, du krach boursier de 2000, dans le secteur technologique, et on avait eu l'éclatement de la bulle Internet. En gros, les événements du 11 septembre. Donc les actions étaient un tout autre univers. Un univers plus difficile lors de la première décennie de cette période. Donc beaucoup d'argent s'est déplacé vers les hedge funds. En 2008, c'est-à-dire c'est à ce moment-là que nous avons lancé Lake Geneva Investment Partners, en 2008, à la fin de l'année, il y a eu la fameuse crise Madoff. La crise Madoff, eh bien, ça a été un gros choc, surtout ici, pendant des années, parce que beaucoup de gestionnaires de fortune étaient investis chez Madoff. Et ce que ça a provoqué, c'est quoi? Ça a en quelque sorte brisé la confiance des investisseurs à l'époque dans les alternatives liquides ou les hedge funds, parce qu'ils avaient le sentiment que c'était opaque. Eh bien, Madoff était opaque. Et à cause de cela, dans la période qui a suivi, tout l'argent qui allait vers les alternatives liquides allait généralement vers les très très grands gestionnaires, qui géraient des milliards et des milliards d'actifs. Cela rassurait les gens en se disant «Ah, c'est un grand nom, donc ça devrait aller». Pourquoi les gestionnaires de hedge funds de taille moyenne et petite ont-ils eu du mal à attirer des capitaux après les années 2000? Parce que c'était de grandes institutions. Ce sont d'ailleurs des fonds très performants. Ils ont d'excellents antécédents, ils s'en sortent très bien. Mais parce que ce sont de grandes institutions, ce confort institutionnel a en fait attiré les capitaux. Et les gestionnaires de taille moyenne et petite ont en réalité reçu très peu de capitaux. En fait, je pense que pendant cette même période, donc après la crise financière de 2008, il y a eu une très grande quantité de liquidités qui est arrivée sur les marchés à ce moment-là. Et cela a créé un marché haussier qui dure encore aujourd'hui, depuis 2009. Je crois que le point bas des actions remonte à mars 2009. Et de 2009 jusqu'à maintenant, ou en juillet 2025, ce marché haussier a tenu bon. Et en grande partie, c'est grâce à toute la liquidité qui a été injectée après. Pourquoi est-il important pour les investisseurs d'inclure des alternatives liquides comme une part significative de leur portefeuille? Et comment peuvent-ils en bénéficier? Cela vient en fait de leur non-corrélation avec les actifs traditionnels. Si l'on regarde un cycle d'investissement typique, souvenez-vous, nous avions dit que si vous gardez le marché indéfiniment, vous vous en sortirez bien. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que, eh bien, il y a plusieurs étapes à ce qui se passe. Tout d'abord, la majorité de la richesse mondiale est acquise lorsque les marchés atteignent généralement de nouveaux sommets. Cela signifie que l'économie se porte bien. Les gens réussissent dans leurs affaires, les restaurants sont pleins, tout va bien. C'est donc à ce moment-là que les gens disposent de la majorité de leur capacité de liquidité, de leur capacité d'investissement. Malheureusement, cela coïncide avec les sommets du marché. Donc très souvent, quand vous commencez à avoir de l'argent, c'est quand les marchés intègrent déjà des valorisations très élevées.
À l'autre extrémité du cycle, pendant les périodes de crise, ce sont des moments où la liquidité est très difficile à obtenir. C'est le moment où personne ne veut prêter. C'est le moment où les prix des actifs sont bas. Et même s'ils sont bas, peu de gens sont prêts à acheter ces actifs. Et c'est à ce moment-là que les gens perdent leur emploi. C'est quand les gens perdent leurs revenus. Donc, les moments où les investisseurs ont généralement le plus besoin d'argent, c'est quand le marché est au plus bas. Voilà donc le problème qui se pose avec le marché boursier. Maintenant, si vous avez des poches vraiment très profondes et que vous pouvez supporter tout ça, parce que vous n'avez pas d'effet de levier, parce que vous n'avez pas beaucoup de dettes, parce que vous êtes capable d'absorber toutes ces fluctuations. Survivre? Survivre, c'est un très bon mot, Tara. Alors vous pourrez en profiter. De ces tendances à long terme, comme le font de grands investisseurs tels que Warren Buffett et d'autres, parce qu'ils savent attendre quand les marchés sont chers et qu'ils peuvent investir quand les marchés sont en difficulté, parce qu'ils disposent d'un capital engagé qui ne leur échappe pas au pire moment. Que peuvent faire les investisseurs pour éviter de commettre des erreurs dictées par l'émotion dans leur portefeuille? Donc la grande erreur que nous avons toujours commise dans la communauté des investisseurs, et c'est un problème qui, pour une raison ou une autre, n'est jamais vraiment abordé, c'est que les investisseurs sont des êtres humains. Et les êtres humains ont certaines caractéristiques, certains faits. Nous avons des peurs, nous avons de la cupidité, nous avons la peur de rater une opportunité, nous avons le désir de gagner autant ou plus que tout le monde. Ce sont des émotions et des traits humains. Ils sont réels. Ce qui se passe, c'est que les investisseurs se sentent plus à l'aise et sont plus enclins à investir lorsque les prix des actions sont généralement très élevés. Parce qu'il y a beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de cupidité à ce moment-là. Et les investisseurs sont le plus susceptibles de décider que les actions ne sont pas un bon placement pour eux lorsqu'il y a beaucoup de tension sur le marché, lorsqu'ils souffrent. Donc, si on met tout cela dans une seule équation, cela signifie que si dans votre portefeuille vous parvenez à lisser vos rendements, cela fait de vous un investisseur plus solide. Cela vous rend, faute d'un meilleur mot, plus fort. Donc en gros, la méthode qui permet de lisser les rendements d'un portefeuille, au lieu d'avoir de grandes fluctuations, c'est d'avoir de plus petites fluctuations. Au lieu d'avoir de fortes baisses, avoir de plus petites baisses, c'est essentiellement trouver des actifs qui performent bien à des moments différents. Il faut que ce soit des actifs qui performent sur la durée. Cependant, si leur corrélation entre eux est faible, alors vous pourrez obtenir un bon rendement, tout en réduisant la volatilité de vos rendements, ce qui fera de vous, à terme, un investisseur plus solide. Quel état d'esprit les investisseurs doivent-ils adopter avant d'entrer sur les marchés pour gérer les hauts et les bas inévitables? C'est un peu comme si vous entriez sur un ring de boxe en espérant ne pas recevoir de coups. Si vous voulez investir, il faut être prêt à affronter des fluctuations, que ce soit dans des solutions alternatives, dans des actions, dans des obligations ou dans n'importe quel investissement que vous faites, il faut vous préparer aux risques liés à cet investissement. Faute de meilleurs termes, vous ne mériterez pas le rendement qui en découle. Pour mériter ce rendement, il faut être capable de survivre aux fluctuations qui l'accompagnent. Il est donc très important de bien comprendre les risques associés à chaque actif. Vous savez, les actions, c'est super. Est-ce que les actions peuvent chuter de 50%, 60%, 70%? Oui, c'est possible. Ouais, D'accord. Donc, quand vous regardez votre portefeuille d'actions et que vous vous dites, c'est génial, j'ai tant d'argent en actions. Imaginez-le en baisse de 50%. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que vous seriez capable de surmonter ça? et comment pouvez-vous vous y préparer, émotionnellement et financièrement? Préparez-vous-y sur le plan machinel. Notre avenir financier, vous savez, on peut prendre toutes les mesures qu'on veut pour le protéger. Il y a certaines choses qui ne dépendent tout simplement pas de nous, n'est-ce pas? Donc, il y a certaines choses que les investisseurs ne peuvent pas forcément prévoir ou que vous pouvez avoir. Si vous avez un effondrement de la dette d'un gouvernement, cela aurait tellement de répercussions que les survivants pourraient les compter sur les doigts d'une main. Ce seraient surtout les gens qui ont acheté beaucoup d'or et l'ont caché sous leur maison. Donc, en réalité, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous préparer au pire. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas vraiment réaliste parce que le temps nous a en quelque sorte montré qu'il y a toujours une remise à zéro. Il y a toujours un cycle dans les choses. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer sur les marchés demain? Un très bon ami à nous, en fait, l'un de nos partenaires en investissement, avait une excellente définition pour ça. Il dit en gros,
Est-ce qu'on sait ce qui va se passer sur les marchés demain? On ne sait pas exactement où seront les actions. On ne sait pas où seront les obligations. On ne sait pas où sera l'heure. On ne sait pas où sera le prix des actifs. On ne sait pas comment va se comporter notre portefeuille d'alternatives liquides, ni comment il va évoluer. On ne sait rien de tout ça. Donc, disons que l'avenir est inconnu. Maintenant, il dit, si je vous invitais tous, que je vous faisais monter dans un avion et que je vous emmenais en voyage, et qu'on partait pour une semaine, et que je vous disais que on va aller quelque part, mais je ne vais pas vous dire où. Je ne vais pas vous dire si on va dans un endroit chaud, froid, montagneux ou dans le désert. Vous ne savez pas, et vous devez faire une valise. Comment tu la préparerais, ça là? Ok, tout. C'est ça, On est. pour pouvoir être prêt à tout. Eh bien, c'est un peu à ça que devrait ressembler ton portefeuille. Il est censé comporter différents éléments qui vous protègent dans différentes circonstances. Si vous procédez de cette manière, votre portefeuille ne serait pas entièrement axé sur des alternatives liquides, comme c'était le cas lors du crack SpaceX de 2004, et vous n'auriez pas seulement 3% d'alternatives liquides, comme c'est le cas actuellement. Vous auriez ainsi les niveaux d'allocation appropriés pour chaque segment, ce qui vous permettrait d'être prêt. Merci, Gna. Avant de nous quitter, nous inaugurons une nouvelle tradition dans l'émission, intitulée Signal ou bruit. Voici comment cela fonctionne. Je vais lire un titre qui fait beaucoup parler de lui, et notre intervenant nous dira s'il pense qu'il s'agit d'un véritable signal de marché ou simplement d'un bruit de fond. Mais d'abord, une petite mise en garde. Tout ce qui est partagé dans cette rubrique est uniquement à titre informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Pour toute décision financière, veuillez consulter un conseiller financier agréé. Voici donc le titre. Les allocations institutionnelles aux fonds spéculatifs s'effondrent, passant de 25% à 17% d'ici 2024. Cette baisse est-elle un signe clair du scepticisme des investisseurs quant à la performance des actifs alternatifs liquides ou simplement un déplacement normal vers de nouvelles classes d'actifs, comme les ETF? Eh bien, je pense que cela revient à ce que nous avons évoqué précédemment. Oui, en effet, c'est un mouvement vers des actifs plus traditionnels, vers le capital investissement, vers l'immobilier. Il y a différents segments qui reçoivent les flux sortis des alternatives liquides. Cependant, nous pensons que cela s'explique par ces cycles à long terme dont nous avons parlé. Dans un vaste marché haussier pour les actifs, l'argent va naturellement se diriger vers ce marché haussier et réduire son exposition dans d'autres domaines. Donc nous pensons qu'il s'agit d'un phénomène temporaire. La difficulté, c'est la définition de temporaire. Ce phénomène a probablement duré la majeure partie des 15 dernières années, cette tendance des actifs à s'éloigner des alternatives liquides. Peut-être que nous avons atteint un point bas ici. Je ne sais pas exactement ce que disent les données, mais nous nous attendrions à ce que les 15 prochaines années montrent en réalité un renversement de ce mouvement. Et cela conclut l'épisode d'aujourd'hui de Insights over Coffee. J'espère que cette conversation avec Gunnar Turkman vous a éclairé sur le véritable objectif des hedge funds, l'importance de la diversification et sur le fait que comprendre le risque est essentiel pour survivre et pas seulement pour traverser les cycles de marché. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et à la partager avec toute personne souhaitant construire une stratégie d'investissement plus résiliente. Nous serons bientôt de retour avec d'autres analyses approfondies sur les tendances, les stratégies et les idées qui façonnent l'avenir de l'investissement. Merci de nous avoir rejoints.